on reprend. Oui. Donc, on reprend notre présentation. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez me, parce que moi, je ne vois pas le nombre, lorsque j'expose, je ne vois pas le nombre de personnes qui rentrent. Est-ce que vous avez une idée sur le maximum de personnes qui ont été connectées? 106. 106 le maximum, 11 personnes. Ok, d'accord. Donc, ben, malheureusement, donc, il y a des gens qui se sont inscrits et qui ne sont pas là et qui ont pris la place d'autres gens qui ne pourront pas malheureusement assister. Donc, ok, donc on reprend. Pour la structure de la norme. Donc, bon, cette norme, je ne sais pas si tout le monde il a eu l'occasion de lire la norme ISO 9001. Bon, même si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire, donc il faut la lire. Parce que même à travers une formation, donc, bon, nous, ce qu'on va vous apporter, c'est comment lire, comment ressortir les exigences. Mais vous devez la lire vous-même, hein, d'accord? Bon, la structure de la norme, maintenant avec la nouvelle version, donc toutes les normes, elles ont une structure en 10 chapitres. On appelle ça la structure HLS, High Level Structure. Et cette structure de 10 chapitres, donc si elle était mise en place, c'est pour harmoniser. Harmoniser, parce que généralement, les entreprises, ils vont mettre en place différents systèmes de management. Ils vont faire un système de management de la qualité. Ils peuvent être amenés, soit pour répondre à des exigences réglementaires ou à des exigences de clients, de mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail, ISO 45001, être amené à mettre en place un système de management environnemental, ISO 14001, sécurité des denrées alimentaires, ISO 22000, etc. Donc, toutes les normes, si on a décidé de faire une structure standard, la même structure pour toutes les normes, c'est pour faciliter l'intégration. Parce que généralement, si on va mettre plusieurs systèmes en place, on parle de système intégré. Donc, un seul système de management qui va se répondre aussi bien aux exigences de la 9001, de la 14001 ou d'autres référentiels auxquels on peut se faire certifier. Donc, le fait d'avoir la même structure, ça va faciliter l'intégration pour avoir un seul manuel, un seul système de management. Donc, bon, il est composé de quoi donc normes, donc un avant-propos, une introduction, donc c'est toujours standard, domaine d'application, référence normative, termes et définitions. Bon, comme vous voyez, donc si vous regardez la norme ISO 9000, vous allez trouver que l'ISO 9000, pour cette norme, les termes de l'ISO 9000 sont applicables. Donc, l'utilisation de l'ISO 9000, elle n'est plus volontaire, mais c'est une obligation réglementaire. Donc, on doit l'appliquer. Donc, tout ce qui est application de la norme, elle commence en fait, les chapitres auxquels on va se faire certifier, qu'on doit appliquer, commence à partir du chapitre 4. Donc, le chapitre 4, le contexte de l'organisme. Le chapitre 5, tout ce qui est leadership. Donc, bon, pour tout ce qui est contexte, surtout la compréhension du contexte, la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, la détermination du domaine d'application et le système de management de qualité. Et surtout, la partie concept et partie contexte des parties intéressées va nous servir par la suite lors de la planification pour l'évaluation des risques. Donc, tout ce qui est leadership, donc orientation client, politique, établissement de la politique. Donc, chapitre 6, la planification. Lorsqu'on dit planification, donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, les objectifs qualité et les actions, et la planification des actions pour les atteindre, la planification des modifications,
Bon, tout ce qui est support, lorsqu'on dit support, donc les ressources, ressources humaines, infrastructures, l'environnement de travail, tout ce qui est ressources pour la surveillance et la mesure, donc tout ce qui est contrôle des produits et services, donc les connaissances organisationnelles, bon, tout ce qui est compétences également dans la partie support. Lorsqu'on dit compétences, donc la compétence des personnes, donc tout ce qui est formation, la sensibilisation, donc on va voir que pour la sensibilisation, déjà, on doit sensibiliser, on doit informer. Donc, tout ce qui est communication également, les informations documentées, ben, maintenant on parle d'informations documentées. Avant, on parlait de procédures, d'instructions, de manuels, bon, d'enregistrement. Maintenant, on parle d'informations, donc ce sont toutes des informations documentées. Bon, tout ce qui est, et bien sûr, le vif du sujet, donc l'application, ça sera dans le chapitre 8 de la norme, qui est la réalisation des activités opérationnelles. Et vous voyez déjà, toujours on commence par la planification et maîtrise opérationnelle. Donc, exigences relatives aux produits et services, donc les coûts de client. Donc, ces informations, donc les coûts de client, généralement les commerciaux qui vont apporter ça, hein, et ce seront des éléments d'entrée pour la conception et développement des produits. Une fois on a fait la conception et développement, déjà la conception, vous allez voir, elle obéit également au principe d'amélioration continue, la PDCA, donc plan, do, check, planification de la conception, éléments d'entrée de la conception, maîtrise de la conception et développement, éléments de sortie de la conception et développement, la modification si jamais il y a des modifications. Donc, maîtrise des processus et des produits fournis par des prestataires externes, si jamais on fait, donc ici, donc ça englobe tout ce qui est achat de produits, et ça englobe également même la sous-traitance. Donc, la production et les prestations de services, vous voyez déjà, les éléments de sortie de la conception seront des éléments d'entrée pour la conception. Donc, ils seront donc, les éléments sortis de la conception. Donc, la conception, elle vient avant l'achat des produits et services, et elles vont avant parce que c'est un fournisseur. Donc, ce processus, il fournit des données d'entrée pour la production des prestations de services. D'accord? Et donc, une fois le produit il est fabriqué, bien sûr, tout ce qui est libération des produits et services. Donc, comment on doit libérer les produits, donc les contrôles qu'on doit faire sur ces produits, et la maîtrise des éléments de sortie non conformes. Donc, vous voyez déjà, la norme, elle prévoit, dans le 8.7, maîtrise des éléments de sortie non conformes. Donc, le fait d'être certifié, ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas d'erreur. D'accord? Mais si jamais il y a des non-conformités, on doit s'en rendre compte à travers les contrôles qu'on a planifiés ici. Donc, vous voyez, donc, tout ce qui est vérification qu'on a prévu. Donc, ça veut dire si il y a des non-conformités, on doit les détecter et les corriger. Donc, le fait d'être certifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de non-conformité. Donc, si jamais il n'y a pas de non-conformité, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Fort probablement, il y a des produits non conformes qui sont en train d'être livrés et que votre système ne permet pas de les détecter. D'accord? Donc, le chapitre 9, l'évaluation des performances. Donc, lorsqu'on dit évaluation des performances, il y a le volet évaluation, tout ce qui est, parce que nous, le système de management de la qualité, l'objectif, c'est satisfaire le client, la qualité. Donc, le suivi de la satisfaction, évaluation de la satisfaction du client, analyse et évaluation, donc tout ce qui est analyse et évaluation de la qualité des produits et services. Donc, et bien sûr, on doit contrôler également, on doit évaluer l'efficacité du système. Et lorsqu'on dit efficacité du système de management,
ça va être fait, l'évaluation, par les audits internes. D'accord? Donc, une fois on a fait les audits internes, donc on doit revoir le système. Donc, déjà, on a dit que le système, il a tourné, on a planifié, on a appliqué, on a vérifié, on a les informations, et ces informations-là doivent être revues par la direction qui va prendre les décisions. Donc, la revue de direction, généralement, les éléments de sortie de la revue de direction. Bon, il y a différents éléments d'entrée, donc les rapports d'audit, les réclamations clients, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est éléments de sortie, ce sont les décisions. Et lorsqu'on dit les décisions qui peuvent être tout ce qui est décisions en se rapportant par rapport aux ressources, fourniture des ressources, tout ce qui est financement, tout ce qui est recrutement. Donc, ce sont les décisions qui constituent les éléments de sortie des revues de direction. Bien sûr, le 10e chapitre, c'est l'amélioration. Généralement, il y a des non-conformités, donc on doit améliorer. Donc, lorsqu'on dit améliorer, donc on doit mettre en place des actions correctives et on doit améliorer en permanence nos prestations. Bon, dans cette norme, qu'est-ce qu'il y a également? Il y a deux annexes. Bon, les deux annexes de la norme, ce sont des annexes informatives. Bon, malheureusement, beaucoup de gens ne lisent pas ces annexes, mais surtout pour l'annexe A, elle est très importante, surtout pour les entreprises qui sont déjà certifiées et qui veulent mettre en place, migrer vers la nouvelle norme. Bon, maintenant, normalement, ça va, tout le monde a migré, d'accord? Mais surtout pour les nouveaux concepts introduits et la nouvelle terminologie, les nouvelles terminologies. Donc, c'est important de lire cette annexe qui est toutefois informative et contient des informations très importantes à lire. Bon, si on positionne maintenant les différents chapitres de la norme dans la roue de 2000, dans la roue de l'amélioration continue, on va voir que tout ce qui est planification, ça va se faire dans les chapitres 4, 5, 6 et 7, donc élaboration, évaluation du contexte de l'organisme, le leadership, la planification et tout ce qui est support. Donc ça, ces chapitres vont constituer la planification. On va appliquer par la suite ce qui a été planifié pour la réalisation des activités opérationnelles. Une fois on a appliqué, donc on doit vérifier. Donc la vérification, c'est le chapitre 9, donc évaluation des performances. Là, il y a tout ce qui est audit et revue de direction. Et l'action, donc acte, c'est l'amélioration continue. Donc le chapitre 10, il se positionne dans la partie acte de la roue de 2000. Ça va? Bon. OK. Je reprends. OK. D'accord. Pour le contexte de l'organisme, donc le chapitre 4 de la norme. Donc, ce qu'exige la norme, déjà, c'est que l'organisme, il doit déterminer les enjeux externes et internes. Il doit surveiller et revoir les informations relatives à ces enjeux externes et internes. Bon, ça ne suffit pas de déterminer les enjeux externes et internes, mais ça doit être surveillé et ça doit être revu parce que le contexte, il change et les enjeux, elles changent. Donc, l'organisme, c'est quelque chose qu'il doit réaliser et il doit
revoir. Donc, il doit déterminer les enjeux externes et internes qui sont pertinents par rapport à ses finalités et son orientation stratégique, qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la qualité. Bon, exemple d'enjeux externes, donc tout ce qui est juridique, tout ce qui est technologique, tout ce qui est la concurrence. Aujourd'hui, je suis seul. Bon, je donne toujours l'exemple de la téléphonie mobile. Donc, en Tunisie, par exemple, on avait un seul opérateur. Il était seul. Puis par la suite, il y a un autre opérateur, puis un autre. Maintenant, il y a plus qu'un opérateur, donc il y a plus de concurrence. Donc, il ne va pas se comporter de la même manière lorsqu'il est seul que lorsqu'il y a plusieurs concurrents. Pour tout ce qui est technologie, l'évolution de la technologie. Donc, je suis seul. S'il y a un concurrent qui propose des produits plus avancés, donc le contexte, il a changé. Tout ce qui est juridique, aujourd'hui, c'est bon. Bon, les choses qu'on doit prendre en considération, les lois, par exemple, il se peut qu'il y ait une nouvelle loi qui apparaisse. Donc, le contexte, il change. D'accord? Donc, c'est important de prendre en considération l'aspect juridique. D'accord? Donc, bon, les enjeux internes, bon, tout ce qui est enjeux internes, donc les performances de l'entreprise, les connaissances, etc. Bon, exemple des enjeux externes et internes pertinents pour les CNQ, donc du point de vue commercial, par exemple, tout ce qui est satisfaction client, la réalisation du chiffre d'affaires, la fidélisation des clients, donc la recherche de nouveaux clients, l'apparition de nouveaux clients, développement de l'export, est-ce qu'on peut exporter ou non, nouveaux marchés, etc. Donc, tout ce qui est ressources humaines, par exemple, donc cibler et réussir le recrutement, donc, et ça c'est le problème de tous les chefs d'entreprise, lorsqu'il va recruter quelqu'un, il faut qu'il réussisse ce recrutement parce que pour lui, le recrutement c'est un investissement, d'accord? Il doit préserver les connaissances. Donc, si j'ai des informations, je ne dois pas les perdre. D'accord? Si j'ai des compétences, je ne dois pas les perdre. Bon, la majorité de nos entreprises ne donnent malheureusement pas d'importance, ne fidélisent pas leur personnel. Donc, ils représentent un capital de l'entreprise, qui peuvent le faire. Identifier les besoins en formation, développer la polyvalence, maintenir un climat sain. Il faut qu'il y ait un beau climat de travail. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits. Bon, ce sont des enjeux. Bon, tout ce qui est climat, bien sûr, c'est un enjeu interne. Donc, bon, pour la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées. Donc, en tant qu'organisme, on doit comprendre ce que attendent de nous les parties intéressées. Quelles sont les attentes? Que ce soit les clients ou les prestataires, etc. Donc, l'organisme doit déterminer les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre de son système de management de qualité. Donc, en tant qu'organisme, je dois faire une liste des parties intéressées les plus pertinentes. Bon, parce que le problème, bon, on ne peut pas répondre aux exigences de tout le monde. Donc, c'est important de déterminer, au moins, on doit prioriser les plus pertinents. D'accord? Donc, en plus, il faut surveiller et revoir les informations sur ces parties intéressées et leurs exigences. Donc, si aujourd'hui, les parties intéressées ont des attentes, les attentes, ils peuvent changer en fonction du temps. Donc, si je ne suis pas en page, si je ne réponds pas aux nouvelles attentes, je peux les perdre, ces parties intéressées. Donc, c'est par exemple du point de vue, lorsqu'on dit revoir, surveiller et revoir, du point de vue, par exemple, réglementation, je dois faire une veille réglementaire parce qu'aujourd'hui, je suis en conformité par rapport à la réglementation. Comme vous savez, une loi, elle peut être modifiée, comme elle peut être abrogée, éliminée, d'accord? Comme il se peut qu'il y ait une nouvelle loi qui apparaît. Donc, je dois surveiller. Donc, je dois faire une veille réglementaire, par exemple, du point de vue réglementation. D'accord?
Donc, de même, les clients, je dois être à la page pour les attentes de mes clients. Peut-être qu'aujourd'hui, il est satisfait. Si demain, parce que même si on doit être à l'écoute des clients, soyez sûr qu'il y a de nouveaux concurrents des concurrents qui vont le consulter. Bon, je suis là, je peux vous fournir un produit meilleur ou un produit à plus bas prix. Donc, je dois toujours rester à l'écoute de mes clients. Je dois surveiller s'ils sont satisfaits ou non, quelles sont leurs attentes, et je dois revoir ces attentes-là. Donc, exemple de parties intéressées et de leurs attentes et exigences. Bon, pour les fournisseurs, donc un fournisseur, même un fournisseur, on ne doit pas le perdre. Si j'achète de quelqu'un et je ne le paye pas, les délais de paiement, si j'achète et je le paye après une année, bon, il ne va pas continuer à travailler avec moi, hein, il va partir. Donc, un fournisseur, met beaucoup d'importance sur les délais de paiement, par exemple. D'accord? Le personnel, généralement, le personnel, il cherche plus d'avantages. Il cherche à améliorer la qualité, par exemple, du point de vue sécurité, des équipements de protection individuelle, la sécurité au travail. Le personnel, il cherche la reconnaissance et la récompense. Donc, lorsqu'on dit récompense, motivation, augmentation de salaire, prime, etc. Pour les clients, ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? La performance en termes de qualité des produits, prix et délai de livraison, protection de l'environnement. Bon, pour la société, lorsqu'on dit société, c'est pas l'entreprise, mais la communauté. La communauté, généralement, donc, on parle de protection de l'environnement parmi les attentes, le respect des exigences légales et réglementaires. Vous voyez? Donc, c'est à nous de déterminer quelles sont les parties intéressées, pertinentes, et quelles sont leurs exigences. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la norme 9001, l'ISO 9001, ne développe pas ça. La norme, elle vous dit, vous devez comprendre les attentes et les besoins des parties intéressées, vous devez les déterminer. Mais elle ne vous dit pas comment. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une idée sur le comment dans la norme ISO 9002. D'accord? Donc, pour la détermination du domaine d'application du système qualité. Donc, c'est important également de savoir si on est certifié ISO 9001, il se peut que ça n'englobe pas tout le système de management, toute l'activité de l'entreprise. Donc, c'est important de définir quel est le périmètre, quel est le domaine d'application. On est certifié et si on est, par exemple, des clients d'une entreprise qui est certifiée, c'est important de lire sur le certificat quel est le domaine d'application du SNQ. Peut-être le domaine de certification ne vous apporte rien, ne vous apporte aucune garantie. D'accord? Donc, c'est important de voir à quoi ou sur quoi l'entreprise elle est certifiée, que couvre son système de management. Donc, l'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du SNQ afin d'établir son domaine d'application. Il doit prendre en compte les enjeux externes et internes, les exigences des parties intéressées pertinentes et les produits et services de l'organisme. Le domaine d'application du système de management de la qualité doit être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information documentée indiquant les produits et services couverts par le système de management de la qualité et le justificatif de non-applicabilité. Bon, maintenant, avec la nouvelle norme, on ne parle plus d'exclusion, mais on parle de non-applicabilité. D'accord? Parce qu'avant la norme ISO 9001-2008, le chapitre 7 de la norme, il parlait de la réalisation du produit. D'accord? Alors que maintenant, le chapitre 8, c'est maîtrise des activités opérationnelles. Donc, quelle que soit l'activité, ce n'est plus un produit, que ce soit un produit, un service, quoi d'autre donc que ce soit industriel ou commercial, commerce, ou donc
industrie, commerce, quoi d'autre? Donc, l'autre type d'activité. Donc, comment? Service. Service. Service, il m'a dit. C'est ça, service. Donc, le service, le commerce ou l'industrie, la production. Donc, avant, on parlait d'exclusion. Et généralement, l'exclusion, c'est au niveau du chapitre 7. Surtout pour la partie conception et développement. D'accord. Maintenant, avec le changement du titre c'est la maîtrise des activités opérationnelles. Maintenant, on ne parle plus d'exclusion, mais on parle de non-applicabilité. Et on doit juste justifier la non-applicabilité. Donc, et ce qu'il faut dire, c'est que le domaine d'application, ça doit exister sous forme d'une information documentée. Lorsqu'on dit information documentée, ici, ça doit être un enregistrement. Bon, cet enregistrement, ça peut être même que ce soit, si on a, par exemple, l'entreprise, elle a mis en place un engagement de la direction. Ça peut se faire dans l'engagement de la direction. Ça peut se mettre dans le manuel qualité. D'accord? L'essentiel, ça doit être écrit quelque part. Donc, pour le système de management de la qualité et ses processus, donc le 4.4 de la norme, donc l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la qualité, y compris les processus nécessaires et leur interaction. Donc, comme on a dit, on doit déterminer quels sont les éléments d'entrée, quels sont les éléments de sortie, quel est le processus en amont. Bon, chaque processus en amont, donc, il va fournir des éléments d'entrée pour un processus. Donc, il y a des activités au sein du process qui va fournir des éléments de sortie qui seront des éléments d'entrée pour un processus en aval. D'accord? Donc, les critères et les méthodes, y compris les mesures et les indicateurs de performance associés, nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficace de ces processus, déterminer les ressources nécessaires pour ces processus et s'assurer de leur disponibilité, attribuer les responsabilités et les autorités pour ces processus, prendre en compte les risques et les opportunités, évaluer ces processus et mettre en œuvre toutes les modifications pour assurer que ces processus produisent les résultats attendus, améliorer les processus et le système de management de qualité, tenir à jour et conserver les informations documentées nécessaires pour soutenir le fonctionnement de ces processus. Donc ici déjà, on doit déterminer qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, bon, la norme ne le dit pas explicitement, mais normalement on doit cartographier, on doit ressortir tous les process, on doit déterminer les interactions entre les processus, et pour chaque processus, on doit mettre en place une fiche process détaillée qui va répondre à ces exigences. Donc, quels sont les indicateurs du processus, quelles sont les ressources, qui va faire la chose, qu'est-ce qui doit être fait, qui va le faire, d'accord. Les responsabilités et les autorités pour le process, donc le pilote du processus, les indicateurs de performance du process pour savoir si notre processus il est performant ou non, s'il nous permet d'atteindre les objectifs ou non, et bien sûr, évaluer les processus donc, par la suite à travers les indicateurs. Donc, on doit voir si notre processus il est performant ou non. C'est bon. Bon, pour le leadership, le chapitre 5. Donc, la direction doit démontrer son engagement concernant le système de management de la direction. Ce n'est pas sûrement un auditeur qui va venir. Déjà, il doit évaluer l'engagement de la direction. Bon, l'engagement de la direction, ça peut être fait. Bon, pour l'audit, on peut vérifier. Il y a différentes méthodes d'audit utilisées. Ça peut se faire par des entretiens. On va s'entretenir donc avec quelqu'un pour voir, pour l'écouter, donc pour l'audit, comme on peut consulter des documents, comme on peut observer. Et généralement, l'engagement de la direction, ça doit exister sous forme d'une information
documentée. Et si ça peut se mettre même dans la politique qualité. Dans la politique qualité, la direction s'engage à. Et bien sûr, on doit reprendre pour cet engagement. Pour cet engagement, on doit prendre en considération ces exigences de la norme. Donc, la direction, elle se doit s'engager à quoi? En assumant la responsabilité et l'efficacité du système, en s'assumant que la politique et les objectifs qualité sont établis et qu'ils sont compatibles avec le contexte de l'organisme et l'orientation stratégique de l'organisme. Donc, ce n'est pas du copier-coller. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une politique spécifique à l'organisme. D'accord? Donc, bien sûr, la politique, elle va différer d'une activité à une autre, d'une taille d'entreprise à une autre et d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre. Donc, s'assurant que les exigences liées au SMQ sont intégrées au processus métier, promouvant l'utilisation de l'approche processus et de l'approche par le risque. Donc ça doit être mentionné dans l'engagement de la direction, en s'assurant que les ressources requises sont disponibles. Donc, dans l'engagement de la direction, je m'engage à fournir les ressources nécessaires, en communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management qualité efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système. Et ça renvoie à tout ce qui est communication, tout ce qui est sensibilisation. Parce que la qualité, ce n'est pas l'affaire que de la direction ou d'une partie des cadres de l'entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde soit conscient de l'importance du système de management de qualité et de l'importance de se conformer à ce système de management de la qualité. Donc, la direction doit démontrer son engagement concernant le système de management de qualité en s'assurant que le système de management de qualité atteigne le résultat attendu, en incitant, orientant et soutenant les personnes pour qu'ils contribuent à l'efficacité du système, en promouvant l'amélioration, en soutenant les autres rôles pertinents du management afin de démontrer leurs responsabilités dans leur domaine respectif. Donc, pour tout ce qui est orientation client, la direction doit démontrer son engagement relatif à l'orientation client en s'assurant que les exigences du client ainsi que les exigences légales et réglementaires applicables sont déterminées, comprises et satisfaites. Les risques et les opportunités susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité des produits et des services et sur l'aptitude à améliorer la satisfaction des clients sont déterminés et pris en compte, donc l'analyse des risques. La priorité d'accroissement de la satisfaction du client est préservée. Donc ça peut être mis dans l'engagement de la direction. Donc la direction, pour la politique déjà, elle doit établir une politique qualité. Donc, la direction doit établir et revoir. Vous voyez déjà, établir et revoir. Déjà, la politique, elle n'est pas quelque chose de figé, de stable. Donc, elle doit être également améliorée. Elle va évoluer en fonction du contexte également. D'accord? Donc, et tenir à jour une politique qualité qui est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme et soutient son orientation stratégique. Fournir un cadre pour l'établissement des objectifs qualité, inclut l'engagement de satisfaire aux exigences applicables, inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de qualité. Donc, dans la politique, c'est quelque chose qui doit exister, qui doit être communiqué, que tout le monde doit être, auquel tout le monde doit être sensibilisé, que tout le monde doit comprendre, et il faut qu'elle contienne les engagements suivants. En tant que directeur général de l'entreprise, notre politique, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et nous engageons à fournir les ressources nécessaires, d'accord? Donc, et à satisfaire les exigences applicables. Donc, ce sont des choses qui doivent exister dans la politique. Donc, la communication de la politique qualité. Donc, la politique doit être disponible sous forme d'une information documentée. Donc, elle doit être écrite. Donc, il faut qu'il y ait un enregistrement.
elle doit être communiquée, comprise et appliquée au sein de l'organisme. Donc, ce n'est pas qu'elle existe tout simplement, mais tout le monde doit être conscient et au courant de la politique. Il doit comprendre la politique, l'appliquer. Donc, il faut l'appliquer. Il ne faut pas mettre uniquement le document. Hein. Donc, pour nous, pour un système de management, on met le système de management. Si on ne l'applique pas, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que la qualité, c'est quoi? C'est écrire ce qu'on fait, faire ce qu'on a écrit et vérifier ce qu'on a fait. D'accord? Donc, elle doit être comprise et appliquée au sein de l'organisme, être disponible aux parties intéressées pertinentes le cas échéant. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on passe, bon, généralement, il y a des participants qui sont dans des entreprises certifiées. On va voir ça. La communication, elle peut être par affichage. On peut observer que la politique, elle est affichée. Elle peut être disponible sur le site web, sur l'intranet. Donc, l'essentiel, il faut qu'elle existe et il faut qu'elle doit être communiquée. Donc, les rôles et les responsabilités et les autorités au sein de l'organisme. C'est important de définir les rôles. Parce que tant qu'on n'a pas défini qui fait quoi, qui est le responsable, qui donne les ordres, rien ne va se faire. Donc, si on donne une tâche, vous allez faire ça, personne ne va le faire. Si jamais on ne responsabilise pas les gens, c'est X qui va faire ça. Donc, la direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées, communiquées et comprises au sein de l'organisme. Donc, attribuer l'autorité et la responsabilité pour donc, quelque chose de spécifique. Donc, il faut qu'il y ait des responsabilités bien définies. En fait, ce sont les anciennes attributions pour le responsable management de qualité. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle norme n'exige pas qu'il y ait nomination d'un responsable management de qualité. Mais, même si elle ne le mentionne pas, les entreprises doivent le faire parce que ce sont des bonnes pratiques qui sont maintenant acquises. Donc, on doit nommer quelqu'un parce que si on ne met pas un responsable qualité, c'est vrai, la norme ne l'exige pas, mais on doit le faire parce que si on ne fait pas quelqu'un qui va diriger, qui va conduire donc, la locomotive du système, qui va gérer, qui va coordonner, les choses ne vont pas se faire. D'accord? Donc, même si la norme, elle n'exige pas qu'il y ait un seul responsable qualité, on peut nommer plusieurs personnes parce que donc, pour la nouvelle norme, l'idée c'est quoi? C'est de déroger, de faire des dérogations. Et les responsabilités, elles sont données maintenant plus au pilote des process. Au pilote des process, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que dans ce contexte qui évolue rapidement, on doit prendre les décisions rapidement. On ne va pas attendre jusqu'à avoir l'autorisation. Donc, on donne plus de pouvoir au pilote du processus pour qu'il décide. D'accord? Mais tout de même, il faut qu'il y ait quelqu'un ou plusieurs. Donc, l'objectif, les responsabilités surtout, la norme, elle met l'accent sur quoi? Sur les responsabilités relatives au système de management. Donc les responsabilités pour s'assurer que le système est conforme, le système management est conforme aux exigences de la norme, s'assurer que les processus produisent des résultats escomptés. Donc, maintenant déjà, on va nommer des pilotes, des process, tout ça. Rendre compte notamment pour la direction de la performance du système de management de qualité et des opportunités d'amélioration. S'assurer de la promotion, de l'orientation client à tous les niveaux de l'organisme. S'assurer que lorsque les modifications du système de management de qualité sont planifiées et mises en œuvre, l'intégrité du système de management est maintenue. D'accord? Donc, juste pour nous, donc, tout ce qui est rôle et responsabilité, on va les trouver où? On peut trouver parmi les documents, donc tout ce qui est les fiches de poste, les fiches de fonction, les fiches process, d'accord? Donc, ce sont des documents qui peuvent servir pour la détermination des rôles, des responsabilités et des autorités. Et c'est important, bon, parce que la norme ne dit pas comment on doit faire,
Parmi les choses, donc, il y a l'organigramme de l'entreprise. Donc, l'organigramme qui va définir surtout les responsabilités et les autorités. Bon, quelle est la différence entre fiche de poste et fiche de fonction? Bon, généralement, les fiches de poste, ce sont des fiches qui ne sont pas nominatives. Donc, là où il y a quelles sont les compétences requises, donc quel est le poste et quelles sont les compétences requises pour occuper ce poste. Et les fiches de fonction, généralement, chaque personne, il aura sa fiche de fonction. Et on peut lui affecter plusieurs postes. Et les fiches de fonction, ce sont des fiches nominatives. D'accord? Donc, pour la planification, le chapitre 6. Pour le chapitre 6, donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, donc dans le cadre de la planification d'un système de management de la qualité, l'organisme doit tenir compte des enjeux. Donc, vous vous souvenez, dans le chapitre 4, on a parlé des enjeux et des exigences des parties intéressées et leurs attentes. Donc, on va prendre en considération les enjeux et les attentes et les exigences des parties intéressées pour la détermination, pour l'analyse des risques. Donc, on va déterminer, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait analyse des risques, donc on va prendre en considération aussi bien les risques que les opportunités. Donc, il faut tenir compte des enjeux et des exigences énumérées dans le chapitre 4.1 et 4.2, déterminer les risques et opportunités qui nécessitent d'être pris en compte pour donner confiance que le système de management peut atteindre le ou les résultats escomptés, accroître les effets souhaitables, donc on veut maîtriser les risques et on veut profiter des opportunités, accroître les effets souhaitables, prévenir ou réduire les effets indésirables et s'améliorer. Et ce qu'il faut retenir, c'est déterminer les risques et les opportunités qui nécessitent, parce qu'on ne va pas tout maîtriser. Déjà, on va faire une analyse des risques. On ne va pas tout contrôler. Donc, on va mettre l'accent que les risques qui sont significatifs. Donc, pour les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, donc l'organisme doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc, on a ressorti les risques. Les risques qu'on va ressortir, on doit leur mettre des actions de maîtrise, des moyens de prévention. Comment intégrer, mettre en œuvre et évaluer ces actions au sein des processus du système de management de la qualité. Donc, ces actions doivent être intégrées déjà pour nous, dans la fiche de process. Pour chaque processus, on doit mettre déjà, on doit prévoir de mettre tout ce qui est les différents risques relatifs à ce process et quels sont les moyens de maîtrise qu'on a mis en place. Et on doit les suivre. Donc, les actions doivent être proportionnelles. Donc, c'est important de donner la notion proportionnelle à l'impact potentiel sur les conformités des produits et services. Donc, on ne va pas mettre de gros moyens pour maîtriser quelque chose de petit. J'ai une fourmi, je peux utiliser des insectisants. D'accord? Je ne vais pas apporter des mitraillettes ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, comment? Donc, les actions doivent être proportionnelles à l'impact potentiel sur la conformité des produits et services. One minute. Donc, il a coupé tout seul, c'est bon. D'accord, donc, je reprends. Donc, tout ce qui est analyse des risques, bon, le processus de management des risques, déjà, le processus, il est devant vous, donc, il est développé dans la norme, il y a une norme pour l'analyse des risques, c'est la norme ISO 31000. Bon, le processus d'analyse des risques, vous voyez déjà, il commence par quoi? Il commence par l'établissement du contexte de l'organisme, identification des risques,
Une fois on a identifié les risques, on doit les analyser. Analyser les risques, évaluer les risques. Donc, l'évaluation, pourquoi? Parce que nous, généralement, on va prioriser. On ne peut pas tout maîtriser, donc on doit évaluer les risques pour prioriser nos actions. Parce que généralement, toute entreprise, elle est délimitée par les budgets. Donc, elle doit prioriser les risques les plus significatifs, elle doit mettre l'accent, donc ses efforts financiers, humains, tout ça, elle doit les mettre sur les risques les plus significatifs qui peuvent nuire à l'entreprise. Donc, et par la suite, on a évalué les risques, on doit traiter le risque. Lorsqu'on dit traitement du risque, c'est que on doit mettre les moyens pour la maîtrise des risques. Et pour le traitement des risques, un risque, soit on va le minimiser, soit on va l'éliminer, d'accord? Soit élimination du risque, soit, comment dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit minimiser le risque, éliminer le risque. On peut partager le risque. Partager le risque, c'est qu'on va le déléguer à quelqu'un d'autre. Par exemple, chez nous, même à la maison, s'il y a des travaux difficiles, on va recruter quelqu'un qui va faire ces travaux-là. Même les dames qui sont là avec nous pour faire le ménage, ils vont faire appel à une femme de ménage. D'accord? Donc, ils vont déléguer ce risque-là, donc ils vont le partager. Bon, pour une entreprise, le moyen de partage, généralement, on peut faire appel à un sous-traitant, soit on peut faire une assurance. Bon, il y a un risque d'incendie, bon, je peux faire une assurance. Et comme ça, le risque, je l'ai délégué, je l'ai partagé. Sinon, le cas ultime, on peut accepter le risque. Le risque, il peut être accepté. D'accord? Donc, bon, notre analyse des risques, elle doit être communiquée. Donc, il faut communiquer et se concerter. Parce que lorsqu'on fait une analyse des risques, on doit impliquer les personnes qui travaillent sur le terrain. On ne va pas faire, par exemple, pour la production, une analyse des risques dans les bureaux. D'accord? On doit également, l'analyse des risques, elle doit être surveillée et revue. Parce que les contextes, ils changent. Bon, il se peut que j'achète de nouveaux équipements. Il se peut que je recrute de nouveaux personnels. Il y a de nouveaux produits, une nouvelle production que je fais que je ne faisais pas avant. D'accord? De nouveaux clients que je viens de contracter. Donc, il y a des choses qui changent. Donc, je dois revoir mon analyse des risques et je dois la surveiller. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait une seule fois. Et je vous dis dès maintenant, c'est que lorsqu'on va prioriser, déjà on va prioriser, et lorsqu'on priorise, bon, il y a des risques qui ne vont pas être pris en considération. Ils ne vont pas être pris en considération cette année, mais il faut laisser dans la tête qu'on est dans une démarche d'amélioration continue et que ça va être revu. L'année prochaine, par exemple, on va refaire notre analyse des risques. Les risques qui sont maîtrisés cette année, déjà, ils ne seront plus significatifs et on va revoir notre analyse de façon, ceux qui n'étaient pas significatifs ils vont devenir significatifs et on va leur mettre les moyens de maîtrise. Donc, exemple de tableau de gestion de risque. Donc c'est en fonction des enjeux et des exigences, on va ressortir les risques, la description des risques. On va doit rechercher l'impact du risque. Quel est son impact, ce risque-là? Donc, pour l'analyse des risques, généralement, on va faire appel, donc déjà, bon, la norme ISO 9001 ne nous dit pas comment on va faire cette analyse des risques. D'accord? C'est à nous de décider, c'est à nous de faire notre procédure d'analyse des risques, nos critères d'évaluation, nos critères de priorisation, d'accord? Bon, comme je vous ai dit, on peut faire appel à l'ISO 31000, comme on peut faire à l'ISO 31010 également, qui donne des outils d'analyse des risques. Donc,
Pour cette analyse des risques, généralement, pour le risque, pour l'évaluation de risque, on va se baser sur quoi? Sur la conséquence et sur la vraie semblance. Donc, la conséquence, généralement, on va donner un score. Donc, si la conséquence, il est négligeable, bon, ce que je donne maintenant, c'est un exemple. Hein, et c'est à chaque entreprise de faire sa procédure et ses critères d'évaluation. Donc, par exemple, dans cet exemple, si le risque il est négligeable, on va noter la note 1, mineur 2, modéré 3, majeur 4, catastrophique 5. Et lorsqu'on dit catastrophique, peut-être ça engendre la mort, ça engendre la description de la faillite de l'entreprise. Donc, c'est à nous de définir qu'est-ce que ça veut dire négligeable, qu'est-ce que ça veut dire mineur, qu'est-ce que ça veut dire modéré, d'accord? Et généralement, le score qu'on va attribuer au risque qu'on a ressorti, c'est le produit de la conséquence et de la vraisemblance. Bon, ici, pour notre cas, on a dit c'est le produit. Une autre entreprise peut dire, pour moi, on va faire la somme, ou c'est la conséquence plus deux fois la vraisemblance. Donc, c'est à nous de fixer nos critères. On aura un score, et ce score, on va l'évaluer par rapport à quoi? On va l'évaluer par rapport à une matrice, par exemple, qui va nous donner quels sont les risques qui sont significatifs. Et c'est à nous de fixer nos critères de sélection, le seuil de significativité. Quand est-ce qu'on dit que le risque il est significatif? Bon, vous pouvez me dire, bon, mais puisque c'est nous qui vont fixer ça, on peut mettre ce qu'on veut. Oui, on peut mettre ce qu'on veut, mais laissez-vous dans la tête que personne ne vous a obligé d'appliquer la norme ISO 9001. Laissez-vous dans la tête que si vous faites l'ISO 9001, c'est pour améliorer vos processus, pour maîtriser vos processus. Donc, même si je mets des critères, généralement, c'est ce que fait tout le monde, hein, on ne va pas, dès le début, élever la barre, comme les gens qui font le saut à la perche. Même s'il peut sauter 5 mètres, il va commencer par 4 mètres. Et par la suite, petit à petit, on va élever la barre. C'est la même chose pour nous. Même s'il y a des risques qu'on va pas, des critères, on va élever les critères pour ne pas avoir beaucoup de risques significatifs. On est dans une démarche d'amélioration. Le niveau de significativité va être revu et de nouveaux risques vont apparaître. Et peut-être il y aura des non-conformités ou des accidents et des choses qu'on n'a pas prises en considération, elles vont être prises en considération et ainsi de suite. D'accord? Pour la vraisemblance, donc exemple. Donc, je reviens. Donc, pour la conséquence, c'est bon. Pour la vraisemblance, exemple de tableau de gestion des risques. Donc, tout ce qui est vraisemblance. Donc, la vraisemblance, on peut donner, par exemple, 1, si, lorsqu'on dit vraisemblance, c'est la fréquence. Ça se fait une fois par an, une fois tous les 10 ans. D'accord? Donc, par exemple, on donne 1 si c'est quelque chose qui est peu fréquent. La description, ce ne sera probablement jamais se produire ou de se reproduire. Par exemple, comme les inondations ici chez nous en Tunisie, par exemple, dans des pays, il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc, les inondations, c'est quelque chose qui est peu fréquent. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui est presque certain, donc elle va se produire, donc on peut donner le chiffre 5, 57. Donc, sera sans aucun doute se produire ou se reproduire peut-être fréquemment. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Par exemple, je ne sais pas si nos amis de la RDC sont avec nous. Bon, j'y étais et il pleuvait tous les jours. D'accord? Donc, le risque d'inondation, peut-être il est plus important chez eux que chez nous ici en Tunisie. C'est pour ça, les risques ne seront pas les mêmes en fonction de la localisation, en fonction du contexte, etc. C'est bon. Donc, une fois on a déterminé la vraisemblance et la conséquence, notre risque, on a dit, il sera le produit. Par exemple, vraisemblance 5, conséquence 5. Donc, on aura un score de 25. Si la conséquence est 4, on aura un score de 20.
Donc, et nous, pour le cas ici présenté, bon, tout ce qui est rouge, donc dans le, vous voyez, ça commence à partir de 17, disons, de 17. De 17 à 25, ce n'est pas ici. C'est quelque chose, c'est un risque qui est inacceptable. C'est un risque élevé. Donc, on doit arrêter l'activité et apporter les améliorations immédiates. Donc, ça, c'est pour nous. Si on dit ça, si jamais le jour où il y aura un auditeur et qui trouve que vous avez fait une analyse des risques et votre risque s'est avéré ici rouge, inacceptable, et vous continuez, vous êtes en non-conformité parce que vous n'avez pas appliqué ce que vous avez planifié. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, vous devez revoir votre analyse des risques. Donc, au lieu d'éliminer le risque, peut-être, on va l'accepter, on va le minimiser. D'accord? Donc, sinon, dans la partie verte, donc c'est entre 10 et 16, ce sont des risques tolérables, des risques modérés. Donc, il faut chercher à améliorer au sein de l'échelle de temps spécifiée. Donc, on va essayer de l'améliorer au fur des temps. On les accepte, on va essayer de les améliorer. De 5 à 9, donc, ce sont des risques faibles. Donc, il faut chercher à améliorer au prochain examen, donc prochaine évaluation du risque. On va essayer de les améliorer. Sinon, de 1 à 4, donc tout ce qui est vert clair ici, aucune mesure requise, on ne va rien prendre comme mesure de prévention, mais que les contrôles soient maintenus. Donc, on va faire des contrôles, on va les suivre. D'accord? Donc, la norme exige, donc le chapitre, donc ça c'est pour l'analyse des risques, donc j'espère que c'est bien. Toujours dans la planification, lorsqu'on dit planification, donc on va planifier les moyens à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. Et la norme, elle exige également de prévoir des objectifs qualité et comment on va planifier pour atteindre ces objectifs. Donc, l'organisme doit fixer des objectifs qualité aux fonctions, niveaux et processus pertinents. Les objectifs qualité doivent être cohérents avec la politique qualité, mesurables. Donc, vous savez, un objectif, ça doit être SMART. Vous connaissez sûrement, spécifique, mesurable, accessible, réaliste et défini dans le temps. Donc, mesurable, tenir compte des exigences applicables, pertinent pour la conformité des produits et services et l'amélioration de la satisfaction des clients. Donc, on ne va pas fixer des objectifs comme ça, on a des objectifs et tout simplement. Ça doit être quelque chose qui est pertinent. Donc, si j'ai des objectifs qui ne vont rien m'apporter pour la conformité des produits et services, ça ne sert à rien de les fixer. D'accord? Donc, les objectifs doivent être surveillés, communiqués et être mis à jour en tant que de besoin. Donc, les objectifs, généralement, on va fixer des objectifs globaux de l'entreprise et on va fixer des objectifs pour les process. On doit suivre ces objectifs-là, on doit communiquer ces objectifs-là et bien sûr, ils doivent être mis à jour. Ce n'est pas on a atteint l'objectif, ça y est, c'est fini. On a atteint, on doit avancer, on doit élever encore plus la barre. Donc, il faut conserver des informations documentées. Donc, bon, c'est un enregistrement qui est exigé pour les objectifs qualité. Donc, pour nos objectifs, il faut qu'ils soient enregistrés. Il faut qu'il y ait une information documentée. Donc, en planifiant la façon dont ces objectifs qualité seront atteints, l'organisme doit déterminer ce qui sera fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles ressources seront nécessaires? Qui sera responsable? Les échéances, comment les résultats seront évalués. Généralement, tout ça, ça va être déterminé dans les fiches process. Donc, pour la planification des modifications, donc, si jamais, parce que nous, on a planifié des choses, mais il se peut qu'il y ait des changements. Lorsque j'écris quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être modifié. Mais si jamais je fais des modifications, tout ce qui est modification, elle doit être planifiée. Donc, la modification doit être réalisée de façon planifiée et systématique. Donc, l'organisme doit prendre en compte
l'objectif de la modification et toutes les conséquences possibles. Donc, si je modifie, qu'est-ce que ça va engendrer? L'intégrité du système de management, est-ce que ça a un impact sur l'intégrité du système de management? La disponibilité des ressources. Je fais un changement et je n'ai pas des gens qui vont… Je n'ai pas, par exemple, je dis tout le monde il doit faire le pointage et je n'ai pas de pointeuse. J'exige, par exemple, le port d'équipements de protection individuelle, mais je n'ai pas fourni ces équipements de protection individuelle. Donc, tout ça, ça doit être, est-ce que les ressources, elles sont disponibles ou non, que ce soit humaines ou financières. L'attribution et la réattribution des responsabilités et autorités. Donc, si jamais je fais des modifications, je dois réattribuer les responsabilités. Qui fait quoi? D'accord? C'est bon? Donc, pour le chapitre 7, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se connecter? Parce que j'entends… Donc, on est toujours 111 personnes qui sont là. D'accord? 113 personnes. D'accord, donc ça fait plaisir. Donc déjà, vous communiquez entre vous-même par le chat et vous informez les gens qui doivent couper les micros. Bon, je vois maintenant qu'il y a des gens qui… bon, Monsieur Abeni Jean-Baptiste, merci pour l'exemple des EPI. Bon, c'est un exemple, hein, entre autres. D'accord? Donc, pour tout ce qui est support, bon, pour le support, les supports. Donc, lorsqu'on dit support, donc la norme déjà, le 7.1 parle des ressources. Bon, l'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management de qualité. Donc, c'est à l'organisme de déterminer quelles sont les ressources nécessaires. Vous voyez déjà la norme, parce que c'est quelque chose qui diffère d'un organisme à un autre. Donc, l'organisme doit prendre en compte les capacités et les contraintes des ressources internes existantes. Donc, est-ce que les ressources que j'ai me permettent de gérer mon système ou non? D'accord? Parce que parfois, lorsqu'on dit on va mettre en place un système de management, parfois, je n'ai pas la possibilité de recruter. D'accord? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires ou non? Est-ce que j'ai des contraintes? Par exemple, pour la fonction publique. Pour un privé, c'est facile. Parce que, mais pour la fonction publique, pour recruter quelqu'un, ça va être quelque chose qui ne dépend pas que de l'organisation elle-même. D'accord? Donc, est-ce que j'ai des contraintes pour fournir les ressources ou non? Et il doit prendre en considération également ce qu'il est nécessaire de se procurer auprès de prestataires externes. Donc, qu'est-ce que… Parce que si jamais il y a des choses que je ne maîtrise pas, je peux les sous-traiter. Qu'est-ce que je vais sous-traiter? Donc, pour tout ce qui est ressources, donc les ressources humaines, donc l'organisme doit fournir les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace du système de management, ainsi que la mise en œuvre de la maîtrise des processus. Donc, on doit fournir les ressources humaines, du personnel qui est compétent. L'infrastructure, donc l'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de ces processus pour obtenir des produits et services conformes. Donc, je dois fournir l'infrastructure nécessaire, des équipements adéquats et l'environnement pour la mise en œuvre des process, donc tout ce qui est milieu. Donc, l'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'environnement nécessaire à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention des produits et services conformes. D'accord? Donc, bon, les ressources pour la surveillance et la mesure. Donc, si jamais j'ai un produit, une production, donc je dois faire des contrôles, des analyses. D'accord?
Donc, l'organisme doit s'assurer que les ressources fournies sont appropriées pour le type spécifique d'activité de surveillance et de mesure mise en œuvre, maintenues pour assurer leur adéquation. Donc, tout ce qui est équipement, étalonnage des équipements, donc ça doit être quelque chose, parce que moi, je vais contrôler par la suite que le produit, que ce soit le produit acheté ou le produit fabriqué, par exemple, fourni, il doit être conforme, donc je dois disposer des ressources nécessaires pour la surveillance, pour la vérification. Donc, la traçabilité de la mesure, donc la traçabilité peut être une exigence, elle n'est pas toujours une exigence. Déjà, la norme, elle dit, lorsque la traçabilité de mesure est une exigence, l'équipement de mesure doit être étalonné ou vérifié à intervalles spécifiés. Donc, qui dit, moi je fais la vérification, par exemple, une industrie alimentaire qui fait le conditionnement, et parmi les contrôles qu'elle fait, elle vérifie le poids du produit, donc conditionné. Donc, on va le vérifier, on va faire bien sûr par échantillonnage, on va prendre des échantillons et on va soit vers le contrôle directement dans la production, on a une balance production, on envoie ça au laboratoire de l'entreprise et on doit vérifier pour dire que le produit il est conforme, que l'équipement il est performant. D'accord? Mais qui nous dit que notre balance elle donne un résultat correct. Donc je dois être sûr que la balance elle est étalonnée. D'accord? Donc lorsqu'on dit traçabilité, donc traçabilité, il faut qu'il y ait tout ce qui est certificat d'étalonnage, délivré par un organisme qui est accrédité, d'accord? Un organisme d'étalonnage et de métrologie accrédité, qui a une traçabilité de ses masses étalons par rapport au système international, etc. Donc, lorsque la traçabilité de mesure est une exigence, les équipements de mesure doivent être étalonnés et vérifiés à intervalles spécifiés ou avant l'utilisation par rapport à des étalons de mesure pouvant être reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux. Identifié afin de pouvoir déterminer la validité de cet étalonnage. Donc, bon, tout ce qui est équipement de mesure, ça doit être identifié, donc un code, il doit avoir une fiche de vie pour l'équipement, par exemple, pour les balances, pour les pH mètres, tout ça, si jamais on contrôle le pH ou la conductivité ou autre, on doit avoir une fiche de vie, donc un enregistrement, là où il y a l'état de l'équipement. Le dernier, est-ce qu'il est étalonné, est-ce qu'il est en bon fonctionnement, etc. L'équipement doit être protégé contre les réglages, les dommages ou les détériorations susceptibles d'invalider l'étalonnage et les résultats de mesures ultérieures. Donc, la protection de l'équipement pour qu'il ne soit pas déréglé. J'ai fait l'étalonnage, mais qui me dit qu'il ne sera pas déréglé par la suite. Bon, c'est important, la norme, elle met l'accent également pour tout ce qui est ressources, tout ce qui est connaissances organisationnelles. Bon, les connaissances, donc l'organisme doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus et l'obtention de la conformité des produits et services. Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire. Donc, quelles sont les informations nécessaires pour le bon fonctionnement? Donc, exemple de sources d'informations, donc en interne, donc le retour d'expérience de projets précédents. On a fait un projet, donc s'il y a un nouveau projet, donc on ne va pas commencer de zéro. On peut s'inspirer d'une autre étude, d'un autre projet qui a été fait, et on commence et on peut améliorer, on peut avoir des informations. Déjà, on peut avoir des informations sur des problèmes qu'on a rencontrés. Donc, l'expérience d'experts au sein de l'organisme, donc si j'ai des gens, des experts qui ont une grande carrière, donc ce sont des sources d'information. La connaissance non documentée, les connaissances non documentées, parfois il y a des connaissances qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas documentées, c'est le savoir-faire, d'accord? Donc en externe, donc tout ce qui est les conférences
les connaissances auprès des clients. Il faut que c'est les clients qui vont me fournir des données. Comme on a parlé, un client qui va vous demander, une prestation de service, il va vous communiquer les plans. Il va vous communiquer des fiches techniques. Bon, ce sont des connaissances, mais il faut prendre en considération dès maintenant que si le client il nous fournit des données, ce ne sont pas nos données, ce n'est pas notre propriété. D'accord? C'est la propriété du client. Normalement, on n'a pas le droit, de l'utiliser. D'accord? Donc, juste rapidement, je ne sais pas qui a le micro qui fonctionne. Donc, je vais voir rapidement. Normalement, c'est coupé. Ah. Donc, Hamdi Zahd. Le micro. OK. On va lui exclure. Annuler. Donc, au lieu de, je fais exclure, donc au lieu de l'exclure. Annuler. Donc, c'est bon. Donc, on reprend. Donc, je parlais des connaissances organisationnelles et des connaissances auprès des clients. Donc, si le client il nous fournit des informations, bon, ces informations ne sont pas notre propriété, c'est la propriété du client et on n'a pas le droit, de les exploiter pour notre propre compte. Une minute. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est bon. Donc, bon, pour les ressources, donc c'est bon, les connaissances organisationnelles. Donc, c'est important donc, pour l'organisme de déterminer quelles sont les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et services. Pour les connaissances organisationnelles, toujours, donc la gestion des connaissances a été introduite. Pourquoi elle a été introduite par la norme 9001-2015? Donc, dans le but de protéger l'organisme de toute perte de connaissances, par exemple du fait des départs et arrivées de personnel de turnover. Comme vous savez, le personnel, il peut trouver quelque chose de meilleur, il va partir. Comme on peut le virer, d'accord? Mais s'il part, s'il y a des départs de personnel, il y a généralement avec une perte de connaissances. Et bon, les connaissances de l'entreprise, elles doivent être documentées pour ne pas perdre ces informations. Donc, bon, à part dans ce même contexte de coronavirus, donc malheureusement, il y a même des gens qui meurent. Donc, si on a des personnels qui meurent, on a un risque de perte d'informations. Donc, on doit préserver les informations qui sont capitales pour l'entreprise. Donc, si on perd ces informations, ça peut être dramatique pour l'entreprise.
Donc, ça peut être le cas, à part le turnover, le départ, tout ça, d'une incapacité à collecter et à partager les informations. Bon, si je vous demande, par exemple, vous avez votre PC, je vous demande telle information, peut-être vous n'allez pas facilement la retrouver dans votre ordinateur. Et pourtant, vous l'avez. D'accord? Donc, encourager l'organisme à acquérir des connaissances, par exemple, par retour d'expérience, tutorat, analyse comparative des benchmarking. Donc, on doit chercher à avoir le plus de connaissances possible parce que vraiment, c'est le capital de l'entreprise, des informations. Donc, pour tout ce qui est compétences, donc l'organisme, il doit déterminer les compétences nécessaires des personnes effectuant sous son contrôle un travail qui a une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité. Vous avez vu ici, sous son contrôle. Donc, l'organisme doit déterminer aussi bien les compétences de son personnel que de ses sous-traitants. Un sous-traitant qui va vous faire, notre ami qui est avec nous pour tout ce qui est entreprise de bâtiment, s'il va faire appel à un prestataire de service pour un grutier, pour la grille, les grilles, donc il doit être quelqu'un qui est compétent. Donc, on ne va pas vous envoyer n'importe qui. Vous pouvez même demander les qualifications, parce qu'il y a des qualifications dans ce sens, pour la conduite des engins, ou par exemple tout ce qui est l'habilitation électrique, si quelqu'un qui va intervenir au sein de votre entreprise pour des travaux électriques. D'accord? Donc, c'est important de déterminer les compétences nécessaires, d'accord? Et de tout le personnel qui travaille sous votre contrôle. Et l'organisme, il doit s'assurer que ces personnes sont compétentes. Donc, ils doivent être compétents sur quelle base? Sur la base de la formation initiale, l'expérience professionnelle et la formation continue. D'accord? Donc, c'est pour ça, comment on va répondre à cette exigence? Donc, pour chaque personnel, déjà, on a, si vous vous rappelez, on a parlé des fiches de poste. Pour chaque poste, on va déterminer quelles sont les compétences nécessaires. Donc, avec cette fiche de poste, on va répondre à l'exigence de petit a. Et lorsqu'on va recruter des gens, vous voyez ici, la fiche de poste, elle sera un élément d'entrée pour le recrutement, pour le service RH, pour recruter. Donc, on va recruter sur quelle base? Normalement, chaque personne, elle doit avoir son dossier. Donc, pour lui affecter un poste, il doit avoir les compétences requises. C'est pour ça, et cette compétence, c'est pour ça que pour chaque personne, on doit avoir son dossier qui contient ses diplômes, ses formations continues et son expérience professionnelle, ses qualifications. Donc, le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions. Si jamais, si jamais il y a quelqu'un qui part, il part, il a trouvé une autre opportunité, il a démissionné, on l'a licencié et on veut le remplacer. Ou si jamais il y a une nouvelle machine qu'on a achetée et qu'on n'a pas les personnes qui maîtrisent ça. Donc, on va voir, est-ce qu'on a dans notre base les personnes qui ont ces compétences? Si on a ces compétences, on va lui affecter la tâche. S'il n'a pas les compétences, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mener des actions de formation. Donc, on va former pour lui fournir les compétences manquantes. En fait, la formation, l'entreprise, elle doit déjà, vous voyez, conserver des informations documentées, apportées comme preuve de compétence. Lorsque je dis la personne, elle est compétente, quelle est la preuve? Le diplôme, le certificat de formation, l'attestation de travail, les certificats de qualification. D'accord? Et nous, si jamais la personne, elle n'a pas les compétences requises, on doit planifier des formations. Et la norme, elle exige un plan, de faire des plans de formation, tout ça. Et le plan de formation, c'est quoi en fait? Le programme annuel de formation. Donc, on doit allouer un budget pour améliorer. Améliorer quoi? Les compétences. Parce que si j'ai des personnes, bon, le problème qu'on vit maintenant, par exemple, pour le système universitaire, on veut faire des formations en ligne, mais
les enseignants ne sont pas formés, ne sont pas compétents pour faire ces formations-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les former, on doit acquérir les compétences. On peut former les personnes. Donc, généralement, le programme de formation, il sera, quel est le programme de formation? Donc, le budget qui sera alloué, c'est la différence entre les compétences existantes et les compétences requises. Donc, cette différence, on va la combler par les formations. Et généralement, chaque entreprise, elle doit développer sa procédure de formation. Comment elle élabore ses programmes de formation. D'accord? Comment on réalise ses besoins en formation. D'accord? Donc, la norme parle également, à part la compétence et la formation, donc elle parle de la sensibilisation. Et lorsqu'on dit, donc, quelle est la différence entre formation et sensibilisation? Donc, la formation, c'est pour acquérir des compétences. Donc, on va donner des informations. Alors que la sensibilisation, c'est pour, comment dire, c'est plus dans le but de sensibiliser les gens, c'est pour les mettre au courant. D'accord? Pour les informer, c'est pour information. Donc, le personnel effectuant un travail sous contrôle de l'organisme doit être sensibilisé et doit être informé par rapport à quoi? À la politique qualité. Donc, même le personnel qui n'est pas permanent chez nous, les prestataires, ils doivent être sensibilisés à la politique qualité, aux objectifs qualité pertinents, à leur contribution à l'efficacité du système de management, aux implications de non-conformité avec les exigences du système de management. Si jamais il y a des non-conformités, qu'est-ce que ça va induire? Donc, c'est important que tout le personnel effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme, donc personnel permanent ou personnel sous-traitant, il doit être sensibilisé à ces points-là. Donc, la communication. Donc, la communication, elle est importante. Et généralement, la majorité des problèmes au sein des entreprises, la majorité des défaillances, des non-conformités, elles sont dues à des problèmes de communication. Donc, nous, si vous vous rappelez, on a dit, on a cartographié nos process et on a désigné pour chaque processus un pilote. Généralement, chaque pilote, il maîtrise son process. Il fait son travail dans les meilleures conditions. Et les problèmes, ils vont avoir lieu généralement où? Ils vont avoir lieu lors de passage d'un process à un autre. Les problèmes, on va les rencontrer dans les interfaces entre les processus. Et lorsqu'on dit interface, généralement, ce sont des problèmes de communication. Donc, l'organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe. Donc, sur quoi on va communiquer? Donc, surtout, bon, les besoins en communication pertinents, hein, parce qu'il y a pas mal de besoins de communication, mais surtout les plus pertinents pour le système de management de qualité, y compris sur quel sujet communiquer, à quel moment communiquer, quand est-ce qu'on communique, avec qui communiquer, comment communiquer et qui communique, qui donne l'information. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une seule source d'information, une seule source de communication. Bon, il y a plusieurs façons de communiquer. Donc, bon, tout ce qui est, lorsqu'on dit communication, ça peut faire par affiche, des notes de service, par mailing, par quoi d'autre? Les affichages. Donc, c'est à nous, avec le client, ça peut se faire par mailing, par fax, par téléphone. Donc, il faut déterminer tout ça. Et ce qu'il faut également, il faut qu'il y ait une traçabilité pour la communication. Donc, les informations documentées maintenant. Donc, ça, les informations documentées, c'est le vif. Donc, c'est le support du système de management. Les informations documentées. Donc, la documentation, c'est elle qui va constituer notre système de management de la qualité. C'est elle qui va formaliser notre système de management de la qualité. Donc, les termes dans la nouvelle norme, les termes procédure, enregistrement ont été remplacés par les termes information documentée.
Lorsqu'on va trouver information documentée dans la norme ISO 9001, ça peut être une procédure, ça peut être un enregistrement. D'accord? Comme ça peut être un manuel qualité, ça peut être une instruction de travail. D'accord? Tout ça, il s'appelle maintenant des informations documentées. Donc, le système de management de la qualité de l'organisme doit inclure, qui est important, les informations documentées exigées par la norme. Chaque fois qu'on trouve l'organisme doit établir une information documentée, donc il faut, déjà si on va mettre en place le système, on va chercher informations documentées dans la norme. Donc il faut les mettre, il faut les créer, ces informations documentées. S'il y a une information documentée exigée par la norme qu'on ne met pas en place, on est en non-conformité par rapport à la norme. On ne peut pas être certifié, c'est une norme non-conformité majeure. D'accord? Pour les informations, également, le système de management qualité, il sera composé des informations documentées que l'organisme juge nécessaires pour l'efficacité de son système. Donc, c'est sa façon. Quelle est la documentation nécessaire pour la gestion de l'entreprise? Donc, chaque entreprise, à part ce qui est exigé par la norme ISO 9001, elle a sa documentation exigée. La documentation pour sa propre gestion. Déjà, cette documentation, elle va différer en fonction de la taille, en fonction de la façon de gérer. Il y a des systèmes qui sont informatisés, des systèmes qui sont sur papier. Donc, les informations documentées, elles vont varier d'une entreprise à l'autre, même s'ils font la même activité. Ils ne sont pas gérés de la même manière. D'accord? Donc, pour la création et la mise à jour des informations documentées. Donc, dans la création et la mise à jour des informations documentées, l'organisme doit assurer, qu'est-ce qu'il doit assurer? L'identification et la description, par exemple le titre, la date d'auteur, le numéro de référence, le format, par exemple la langue, la version, logiciel, graphique, le support, par exemple le papier électronique, la revue et l'approbation de la pertinence et de l'adéquation. Et généralement, ça va faire l'objet de quoi? Ça va faire l'objet de la procédure de maîtrise des documents. Parce que chaque document, il doit être identifié. Et chaque document, il a une durée de vie, donc création, diffusion, il peut être éliminé. Donc avant division, il doit être vérifié, approuvé. Donc tout ça, ça va être détaillé dans la procédure de maîtrise des documents. D'accord? Et tout document avant sa diffusion, il doit être approuvé. Donc, les informations documentées exigées par le système de management de la qualité et l'ISO 9001 doivent être maîtrisées pour s'assurer, donc comme je viens de dire, c'est la procédure de maîtrise des documents, qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, qu'elles sont convenablement protégées. Donc, nous, pour le management de la qualité, on parle de la diffusion contrôlée. Lorsqu'on dit diffusion contrôlée, c'est que tous les documents qui circulent, je dois être sûr de leur pertinence, qu'ils sont des documents valables. Donc, je dois avoir une idée sur les documents qui existent, qui circulent, de leur validité. Il ne faut pas, on doit maîtriser les documents de façon, si jamais il y a un document qui a été retiré, on parle de diffusion contrôlée, pourquoi? Lorsqu'il y a modification, je dois pouvoir récupérer tous les documents pour rediffuser les nouveaux documents modifiés. Il ne faut pas que par erreur, on utilise ces documents par erreur. D'accord? Bon, ce qui est sûr généralement et qu'on développe dans le manuel qualité, c'est que tous les documents sont sous diffusion contrôlée, à part le manuel qualité. Pourquoi? Parce que le manuel qualité, en fait, il est destiné, c'est vrai, il est destiné en interne. Il va nous expliquer comment ça fonctionne et il est déjà transmis au client. Parce que nous, en tant que client, vous me dites que vous êtes certifié, le certificat tout seul ne peut pas m'apporter toutes les informations ce dont j'ai besoin. Je dois avoir le certificat et avec le certificat, généralement, je demande le manuel qualité pour comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, comment vous gérez. D'accord? Et comme je vous ai dit, il y a des entreprises
La certification n'est pas une obligation. Il y a des entreprises qui appliquent la norme sans toutefois se faire certifier. Il y a des entreprises qui ne vous demandent pas la certification. Ils vous demandent, communiquez-nous votre manuel. D'accord? C'est juste, vous avez un système de management, je veux comprendre comment vous fonctionnez. Ils ne vous demandent pas d'aller jusqu'à la certification. D'accord? Donc, et si on communique le manuel qualité à l'externe de l'entreprise, que ce soit lors d'un appel d'offres ou quelque chose comme ça, je ne vais pas à chaque fois faire, bon, j'ai communiqué le manuel à l'entreprise, telle entreprise. Lorsque je fais des modifications sur le système, je ne vais pas contacter tous les clients pour leur dire, s'il vous plaît, ou tous les parties intéressées, s'il vous plaît, est-ce que vous devez nous rendre l'ancienne copie, on vous communique la nouvelle copie qui est valable. D'accord? Donc, le manuel qualité, il est sous diffusion non maîtrisée, non contrôlée. Donc, pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre, quand elles sont applicables, les activités suivantes. Quelles sont les activités pour la maîtrise? Bon, c'est l'équivalent de la procédure de maîtrise des documents qui était exigée par la norme ISO 9001, version 2008. Donc, quelles sont les activités? Donc, distribution, accès, récupération, utilisation, stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité. Donc, le document il doit demeurer lisible. Donc, maîtrise des modifications, lorsqu'on fait des modifications, la maîtrise des versions, la conservation et l'élimination. Donc, ça, c'est développé aussi bien dans la procédure de maîtrise des documents que la maîtrise des enregistrements. Donc, les informations documentées d'origine externe, donc si jamais j'ai des documents qui sont d'origine externe, comme les normes, comme les contrats avec les clients, que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du SMQ, doivent être identifiés comme il convient et maîtrisés. Donc, si jamais j'ai des fiches techniques qui me parviennent du client, j'ai différents clients et chaque client a sa fiche technique. Je dois connaître chaque fiche technique, elle correspond à quel client, à quelle commande. D'accord? Je dois les identifier. Elle est en relation avec quel contrat. C'est bon?